Bonsoir, ravi de vous retrouver pour le 18h. Dans l'actualité aujourd'hui, la grippe A qui a fait 2 nouvelles victimes en France. Les malades étaient porteurs d'une mutation du virus, poussée de fièvre dans les centres de vaccination. Dans ce journal, un débat sur la communication gouvernementale autour de l'épidémie. Michel Barnier nommé commissaire au marché intérieur et aux services financiers par José Manuel Barroso. C'est la première fois que la France obtient ce poste stratégique. Une coopération renforcée dans les domaines de l'énergie et de la défense, résultat du séminaire intergouvernemental franco-russe auquel participait Vladimir Poutine aujourd'hui. EDF va notamment entrer dans le projet de gazoduc russe. L'UMP est en ordre de bataille pour les élections régionales de mars prochain. La campagne sera officiellement lancée demain par Nicolas Sarkozy lors du Conseil national du parti majoritaire. Sophie Normand. Face à l'ancrage local des socialistes, l'Élysée opte pour une dynamique nationale et envoie ses ministres au front. Nous nous sommes aperçus que la population souhaitait avoir de vrais leaders régionaux. Et être un leader, c'est d'abord avoir une notoriété suffisante pour qu'on fasse attention à vous et pouvoir entraîner sur la base de ses convictions à une grande partie de la population. Comme en 2004, plusieurs membres du gouvernement seront candidats, 8 têtes de liste régionales, parmi lesquelles le ministre du Travail Xavier Darcos ou encore Dominique Bussereau, secrétaire d'État au transport. Au PS, on s'interroge sur cette stratégie. C'est pour prendre l'exemple de l'Île-de-France, Mme Pécresse est ministre, elle veut être présidente de région. Je ne sais pas comment elle fait en matière d'emploi du temps, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va faire tout le temps où elle sera ministre et en campagne. Est-ce qu'elle fera son travail correctement de ministre quand elle sera en campagne électorale, j'en doute. Si les 22 chefs de file régionaux pour la métropole seront officiellement investis demain, ça coince encore pour les régions d'outre-mer. Les 4 têtes de liste pourraient n'être désignées qu'en janvier, car les discussions se poursuivent entre l'UMP et le nouveau centre qui souhaiterait se voir attribuer la Guadeloupe. Quant aux têtes de liste départementales, 15% des départements restaient à pourvoir cet après-midi. L'union voulue par la droite a un prix. Et vous pourrez suivre demain le Conseil national de l'UMP en direct sur Public Sénat à partir de 10h. Abu Dhabi au secours de Dubaï. Grâce à son riche voisin, l'Émirat devrait éviter la faillite. Dubaï a annoncé hier ne pas être en mesure de rembourser sa dette et a demandé un moratoire. Conséquence immédiate, les places financières ont plongé. Que risquent les entreprises françaises? Une enquête de Bérangère Dinglas. 13 milliards d'euros, c'est le montant des sommes prêtées par les banques européennes à Dubaï. Si la BNP, le Crédit Agricole et la Société Générale ont participé au financement de l'Émirat, elles sont beaucoup moins exposées que leurs homologues britanniques. Rien d'inquiétant pour les économistes. Dubaï ne représente qu'à peu près 0,1% du PIB mondial. Donc on ne fait pas une crise planétaire avec ça. Et y compris d'ailleurs au niveau de l'exposition des banques, c'est vrai qu'elle est importante, mais toute l'exposition, ce ne sont pas des pertes. Il y aura une grande partie qui sera récupérée. Au pire des cas, on aura entre 5 et 10 milliards de pertes maximum. Au niveau des entreprises françaises, les investissements consentis ne sont pas non plus très importants. Lafarge a bien construit une cimenterie et 3 centrales à béton à Dubaï, mais cela ne représente que 1% du chiffre d'affaires du cimentier. Et si les actions des groupes de bâtiments et de travaux publics ont été sanctionnées hier à la bourse, elles sont remontées aujourd'hui. Mais Dubaï a aussi des participations en Europe, notamment dans EADS à hauteur de 3%. Pourtant, l'avionneur, également gros client de la compagnie nationale Emirates, dit ne pas craindre un désengagement. Peut-être que Abu Dhabi, qui est un émirat puissant, qui n'a peut-être pas la même image que Dubaï, mais qui lui a des rentes pétrolières considérables, peut-être qu'une solidarité interne va pouvoir jouer. De fait, Dubaï a d'ores et déjà annoncé la levée de 5 milliards de dollars auprès des banques d'Abu Dhabi, et le voisin vertueux pourrait puiser dans ses colossales réserves. Et malgré le spectre d'une rechute de la crise économique, le moral des ménages reste en hausse, plus 4 points en novembre par rapport au mois précédent. L'opinion des Français sur leur niveau de vie et sur leur situation financière s'améliore. Ils continuent en revanche à craindre une augmentation future du chômage. EDF va participer au projet russe de gazoduc South Stream, c'est ce qu'a annoncé Vladimir Poutine. Le Premier ministre russe participait aujourd'hui à un séminaire intergouvernemental franco-russe à Rambouillet. Le Premier ministre François Fillon s'est réjoui du renforcement de la coopération entre Paris et Moscou. Écoutez. Pour la diversification de nos sources et de nos voies d'approvisionnement dans le domaine du gaz, ce qui d'ailleurs va contribuer à renforcer la sécurité énergétique de l'Union européenne, je veux évoquer l'entrée d'EDF dans le projet de gazoduc South Stream et la perspective d'entrée à laquelle nous travaillons de GDF Suez dans le consortium Nord Stream.
L'AIEA condamne l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique demande la suspension de la construction d'un nouveau site nucléaire. Cette résolution adoptée à la majorité doit maintenant être déférée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est jugée inutile par Téhéran. La patience des États-Unis a des limites, rétorque la Maison-Blanche. Il y aura une nouvelle expertise sur le naufrage du chalutier Brialet-Brest qui avait fait 5 morts en janvier 2004. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Rennes. Pour autant, les familles restent sceptiques. Elles demandent la déclassification de documents classés secret défense. Le ministre de la Défense, Hervé Morin, les recevra dans quelques jours. José Manuel Barroso a donc constitué son équipe. Le président de la Commission européenne a créé un poste de commissaire chargé du climat. C'est une nouveauté. Le Français Michel Barnier s'est vu confier le marché intérieur et les services financiers. Une petite victoire pour la France. Sandra Cerquera. C'est le parcours d'un Européen convaincu qui fait son retour à la Commission européenne. En récupérant le marché intérieur, Michel Barnier accède à un poste dont Nicolas Sarkozy rêvait pour la France. C'est une première et il prend son nouveau rôle très au sérieux. Un commissaire européen, c'est évidemment un homme ou une femme politique. C'est pas un haut fonctionnaire, c'est quelqu'un qui garde sa sensibilité, son opinion politique, sa citoyenneté. Je vais tout faire pour consacrer du temps, de l'énergie à rapprocher les gens du projet européen. Pour moi, l'Europe, c'est pas une option, c'est une nécessité. Michel Barnier n'arrive pas en terre inconnue. Il a déjà été en charge de la politique régionale et conseiller spécial de Barroso. En contrepartie, le président de la Commission lui fixe une feuille de route libérale et lui assigne un directeur général britannique, afin de rassurer les Anglais peu favorables à l'arrivée d'un Français à un tel poste clé. Les Britanniques, ce qui les arrange, ils en veulent, ce qui les arrange pas, ils n'en veulent pas. Ils n'ont pas eu l'euro, ils n'ont pas eu Schengen. Je vois pas pourquoi les Britanniques, tout seuls, mettraient un droit de veto à la nomination d'un commissaire parce qu'il est français. Donc cette fois-ci, les Britanniques ont dû s'aligner. Tant mieux pour tout le monde. Depuis le début de la crise, Grande-Bretagne et France s'opposent sur un certain nombre de dossiers, dont la régulation financière, un mandat qui ne sera pas de tourpeau pour le nouveau commissaire. Et sur ce sujet, notre invité est Yves Bertoncini, professeur à Sciences Po Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la première fois qu'un Français occupe ce poste. Pourquoi c'est une victoire pour la France ? Parce qu'elle avait affiché son objectif, elle avait présenté son candidat et qu'elle obtient ce portefeuille après, semble-t-il, pas mal de discussions sur le périmètre du portefeuille qui en réalité restera le même que celui du titulaire précédent, c'est-à-dire de Charles McCreevy. Donc marché intérieur et services financiers. On va revenir sur ces discussions, ces tractations, mais juste en un mot, en quoi c'est un poste stratégique ? Parce que l'Europe c'est d'abord un marché. L'Europe c'est un marché, c'est une monnaie, c'est une union douanière. Et donc c'est dans ces sujets-là, sur ces portefeuilles-là, que se fait la politique européenne en général. C'est beaucoup plus important d'être au marché intérieur qu'aux affaires sociales et à l'emploi, par exemple, dans lesquelles les compétences de l'Union européenne sont beaucoup plus limitées. Alors on l'a vu dans ce sujet de Sandra Cerquera, José Manuel Barroso a longuement hésité, puisque les Britanniques s'opposaient à la nomination d'un Français. Apparemment c'est un coup de fil un peu insistant de Nicolas Sarkozy qui l'a fait basculer du côté de la France. Pourquoi une telle réticence de la Grande-Bretagne ? Pour deux grandes raisons. La première est conjoncturelle. Il y a une crise financière, il y a des directives et des projets de règlement en préparation pour essayer de voir quelle est la réponse à donner à la crise financière. Et donc, évidemment, en termes de régulation, la City de Londres et le gouvernement britannique craint une trop forte régulation sur ces sujets. De la part de la France. Voilà, de la part de pays, dont la France, qui sont un peu plus régulateurs. Puis il y a une deuxième raison de fond. La France, vous l'avez souligné, n'a jamais eu le portefeuille du marché intérieur. Parce que pour la France, historiquement, le marché intérieur, ça a beaucoup plus souvent été perçu comme un problème que comme une solution. Pourquoi ? Parce que le projet de marché intérieur, le projet du traité de Rome n'est pas un projet français fondamentalement. C'est un projet qui a été porté par le Benelux, qui ensuite donc a été, j'allais dire, soutenu par les Britanniques, aujourd'hui par les pays d'Europe centrale et orientale, et dans notre pays, même si on a soutenu également l'acte unique européen, l'approfondissement du marché intérieur avec Jacques Delors à l'horizon 92. Le sentiment général, c'est que c'est bien de faire l'Europe, mais que ce n'est pas seulement pour faire un marché, que le marché, il faut l'encadrer, et puis surtout que l'Europe, c'est fait pour autre chose, peut-être pour faire de la diplomatie et de la défense, par exemple. Et alors là, à votre avis, quels ont été les arguments de Nicolas Sarkozy lors de son coup de fil à José Manuel Barroso pour qu'il laisse ce poste à Michel Barnier ?
Je crois qu'il avait dit que tout cela se faisait dans le cadre d'une grande négociation d'ensemble, que les Britanniques ont été relativement bien servis avec le poste de haut représentant, vice-président de la Commission chargée des relations extérieures pour Madame Ashton. Je pense que les Allemands ont un portefeuille important à l'énergie, mais qu'ils veulent aussi récupérer le poste de Jean-Claude Trichet à la Banque centrale européenne. Et donc la France avait dit, dans cette conjoncture-là, nous, la France, nous voulons un grand portefeuille, celui du marché intérieur, à défaut celui de la concurrence. Il a insisté et donc il a obtenu gain de cause. Il n'y avait pas de droit de veto des Britanniques. Simplement, ils ont fait valoir une position qui n'a pas été écoutée. Avec un garde-fou tout de même. Donc un Britannique aura un poste administratif clé pour superviser les services financiers. Ça veut dire que la libéralisation du marché va continuer quoi qu'il arrive? Alors ça, il y a deux choses. D'abord, il faut rappeler, M. Barroso l'a dit, que Michel Barnier est dans un collège de commissaires avec un président qui fixe une feuille de route. Continuez, approfondissons le marché intérieur pour avoir plus de croissance. Ça, c'est la feuille de route politique. Michel Barnier est membre d'une commission avec 26 autres commissaires qui donneront leur avis sur ces projets. Il n'est pas ministre dans son coin comme en France. Il doit obtenir l'aval à chaque fois d'une majorité de commissaires dans le cadre d'une collégialité. Donc il ne fera pas cavalier seul. Et puis enfin, effectivement, vous avez cité la nomination de Jonathan Faull comme directeur général au marché intérieur et aux services financiers. C'est un Britannique assez francophile, il faut quand même le dire. Il travaillait jusqu'ici avec Jacques Barrot dans la direction générale qui dépendait de Jacques Barrot. En tout cas, il y a effectivement un encadrement général sur un sujet comme ça. J'ajoute une dernière chose. Le président Barroso a commandé à Mario Monti, un ancien titulaire du portefeuille, un rapport sur les suites à donner au marché intérieur. Et ça aussi, c'est un peu un encadrement conceptuel, j'allais dire, pour Michel Barnier. Deuxième garde-fou. Est-ce que Michel Barnier est la bonne personne pour ce poste stratégique, à votre avis? Il avait un tout petit handicap, c'est d'être pas spécialiste reconnu des sujets économiques et financiers. Mais alors, en revanche, un énorme atout, c'est son parcours européen qui n'a pas d'équivalent en France, 2 fois ministre Affaires européennes et étrangères, commissaire européen déjà. Il a même été président de la commission des affaires européennes du Sénat, donc un vraiment très beau pédigré européen, une grosse connaissance de ces enjeux. Et puis je crois qu'au-delà, c'est un homme de compromis. C'est un homme qui aime concilier les choses avec donc ses collègues à la commission. Il devra aussi s'attacher de Parlement européen, puisque les directives européennes de libéralisation sont adoptées aussi par le Parlement européen, pardon. Et donc pour ça, je crois que c'est la bonne personne, en effet. Un dernier petit mot sur la création d'un poste de commissaire pour le climat, c'est une bonne nouvelle? Au moins, c'est une volonté d'affichage et sans doute pour l'Europe avant le sommet de Copenhague, une volonté pour l'Union européenne de montrer qu'elle veut être à la pointe sur un sujet aussi important. Donc c'est symbolique, c'est un signal. Oui, c'est un signal politique. C'est comme quand on crée un ministère en France, il y a le symbole, mais derrière, il y a les moyens qui sont mis en œuvre et une volonté politique qui donc trouve ses moyens pour s'exprimer. Merci beaucoup Yves Bertoncini d'être venu nous expliquer cette nomination. J'ajoute juste que la nouvelle commission prendra ses fonctions en février après avoir été confirmée par le Parlement européen en janvier. Notre débat du jour concerne la communication du gouvernement sur le sujet de la grippe A alors que l'épidémie progresse et que le virus mute. 2 personnes, je vous le disais en titre, sont mortes en France alors qu'elles étaient porteuses d'une mutation du virus. Il souffle en ce moment comme un vent de panique dans les centres de vaccination. Hier soir, la ministre de la Santé a été particulièrement alarmiste. On écoute Roselyne Bachelot. Le nombre des décès a été doublé. Nous avions 8 à 10 décès causés par la grippe A H1N1 et nous avons hélas enregistré 22 décès à cause de cette grippe dans la semaine qui vient de s'écouler. Donc l'accélération de la pandémie est nette. Alors, le gouvernement a-t-il bien communiqué sur la grippe A? C'est l'objet de notre oui-non. Et face à face sur ce plateau, Christiane Alain, vous êtes secrétaire générale de la FCPE, Fédération de parents d'élèves, et Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique. Alors, vous, Christiane Alain, vous avez décidé, pour le moment, en tout cas, de ne pas faire vacciner votre fils. Vous dénoncez la mauvaise communication du gouvernement, c'est-à-dire? Moi, je pense qu'effectivement, les parents sont dans une grande interrogation. Ils sont inquiets et ils comprennent plus grand-chose en fait. Alors, on apprend que le virus a muté, mais que le vaccin est toujours le même et qu'il est toujours efficace. On apprend aujourd'hui qu'une dose va suffire au lieu de 2 avant. On nous dit que il faut effectivement se faire vacciner, mais qu'il y a des facteurs de risque. Enfin, il y a des facteurs de risque pour lesquels les gens doivent se faire vacciner, même si les enfants n'en font pas partie, il faut les vacciner quand même. Enfin, je crois qu'il y a une communication qui est vraiment très très brouillonne, qui inquiète les parents
Et du coup, ces parents sont très inquiets, mais en même temps très sceptiques sur l'efficacité et sur la nécessité de vacciner. De ce vaccin. Emmanuel Hersch, vous êtes d'accord sur ce manque d'informations, en tout cas de clés pour les parents pour prendre une décision finalement? Je suis pas convaincu que c'est un manque d'information, c'est une stratégie de communication. On a un maître d'œuvre, c'est Thierry Sausset. C'est pas de la communication, c'est la publicité. Pendant une période, c'est sur l'hygiène. Maintenant, c'est sur le devoir de se faire vacciner. Mais il n'y a pas de mobilisation de la société. C'est-à-dire depuis avril jusqu'à maintenant, quel est l'événement qui a permis à la société de s'approprier ces questions. Donc on va de coup médiatique en coup médiatique, avec toute la désinformation sur le site internet. Alors travaillant dans le milieu de la santé, je dois vous dire que moi je me suis vacciné, je me suis fait vacciner, et je trouve que c'est un devoir citoyen effectivement de se faire vacciner. Un devoir citoyen. Tout ce qui est mis en place aujourd'hui, toute la confusion, toute la défiance vis-à-vis des politiques qui sont finalement au premier rang. Qui est-ce qui parle aujourd'hui de vaccination? C'est la ministre de la Santé pour laquelle j'ai beaucoup de respect, mais qui a probablement un environnement dont on pourrait interroger l'intelligence aujourd'hui. Donc quand on voit que depuis le début des préparatifs au H5N1, les préconisations de l'OMS, c'était informer, en créant les conditions d'un rapport de confiance. Tout ça, ça a été anticipé. Et au jour, et on a une chance aujourd'hui, on est en situation pré-pandémique, on n'est pas encore dans le chaos. Imaginons qu'aujourd'hui, on soit confronté à une réalité, j'allais dire prégnante, d'une pandémie. Mais ça serait la catastrophe nationale. Avec un point à prendre en considération, madame. Ça veut dire quoi, qu'on n'est pas préparé ? Constater aujourd'hui, c'est pas de la préparation et de l'impréparation. Probablement qu'on a le meilleur plan. On nous a dit qu'on avait le meilleur plan du monde. Ce que je vois constamment aujourd'hui, l'accès aujourd'hui à la vaccination, déjà pour les personnes qui pourraient y prétendre. Je préside l'association nationale de l'ARS, qui est l'association de la sclérose latérale amyotrophique. Nos malades meurent en 5 ans et sont atteints de déficit au niveau respiratoire. Et le ministère, alors que je suis quelqu'un d'insistant, m'a annoncé aujourd'hui qu'on ne pourrait pas les vacciner. Et que si on voulait véritablement obtenir une sécurité pour ces personnes à domicile, mais c'est la même chose pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, il faudrait que nous, associations, on exige des professionnels de santé qui vont à domicile qu'ils soient vaccinés. Donc on est dans quelque chose de très imprécis, de très improvisé, et j'ose espérer que les circonstances actuelles solliciteront, j'allais dire de la part des responsables politiques, d'autres mesures, d'autres dispositifs qui rétablissent un rapport de confiance. Parce que ce que dit madame, c'est le rapport de défiance, c'est une catastrophe. Si demain on a à se mobiliser vraiment dans une situation d'urgence, ça sera le sauve qui peut. Mais là déjà, le gouvernement n'arrête pas d'insister sur le fait qu'il faut se faire vacciner. Il y a des campagnes effectivement. Et en même temps, c'est un peu la panique dans les centres de vaccination. Il faut patienter des heures. À Lyon, il a fallu faire intervenir la BAC, la brigade anticriminalité, parce qu'il y avait du désordre. On a l'impression d'une totale impréparation. C'est aussi votre sentiment? Vous me posez la question de la crédibilité fondamentale. Et tout ce qui a été mis en place relève d'une stratégie que je ne comprends plus, alors que je suis cette affaire depuis le début. Donc, et un élément parmi tant d'autres, on nous avait annoncé ces jours-ci que les médecins libéraux pourraient éventuellement être autre chose que sollicités par les préfets, réquisitionnés pour aller dans les centres de vaccination. Donc on avait dit qu'ils pourraient être des intervenants qui étaient naturels. C'est eux qui suivent au quotidien les gens. C'est à ces personnes qu'on demande est-ce qu'on se fait vacciner ou pas. Et on a reporté cette décision qui pour moi était importante, probablement pour des raisons techniques. Mais comme il n'y a pas de transparence, comme il n'y a pas de visibilité, et comme on se contente de nous faire uniquement une campagne de promotion à travers des spots publicitaires, c'est prendre les gens pour des irresponsables. Et un dernier point, nous sommes dans une culture avec la loi du 4 mars 2002 de droit des malades, droit de l'information. Où elle est cette information ? Donc on est dans un rapport de défiance. Qu'est-ce qui vous manque précisément comme information, Christiane Alain? Il nous manque de savoir effectivement si ce vaccin est le bon et pas le bon. Enfin, il y a des discours qui sont très contradictoires. Et puis vous savez, les parents d'élèves sont un peu fâchés avec la grippe parce que alors que on est dans une période d'épidémie, si j'ai bien compris. D'une part, moi, je voudrais quand même savoir où on prend les chiffres parce que cette maladie n'est à ce jour pas à déclaration obligatoire. Donc comment les malades ne sont pas testés, effectivement, parce que ça coûte trop cher. Les 3/4 des malades ne sont pas testés, donc on ne sait pas si c'est la grippe A ou si c'est la saisonnière. On nous annonce des grippes H1N1, moi, je suis prête à croire, mais à partir du moment où on n'a pas d'obligation de déclarer cette maladie, je vois pas bien où on trouve des chiffres avérés. Bon, d'une part. Puis les parents d'élèves sont un petit peu fâchés avec la grippe parce que ça oblige quand même les parents d'élèves à arrêter de travailler pour garder les enfants de toutes les écoles qu'on ferme, alors que je ne vois plus du tout quelle cohérence on a actuellement à fermer les écoles pour mettre les enfants dehors.
Alors sur les chiffres qui sont avancés hier soir, donc on l'a entendu, Roselyne Bachelot dit que le nombre de décès en une semaine a doublé. Là aujourd'hui, l'OMS multiplie les déclarations alarmantes, plus de 1000 morts supplémentaires en une semaine dans le monde, plus de 650 morts supplémentaires en Europe. Est-ce que vous trouvez que la communication est trop alarmiste, est anxiogène? Elle est forcément anxiogène, ça c'est clair. Par contre, elle est anxiogène, mais elle pousse pas les gens à se faire vacciner. Donc, c'est pas l'angoisse qui va être efficace en termes de nombre de personnes qui vont adhérer à cette vaccination. Moi, je crois qu'il y a une communication depuis le début de cette pandémie de grippe H1N1 qui va dans tous les sens. On a l'impression peut-être, oui, de se méfier de qu'est-ce qu'on veut nous faire avec cette grippe, avec ces vaccinations. La communication a été faite d'une façon un petit peu agressive. On se dit, au début, Madame Bachelot voulait absolument, s'inquiéter sur le fait qu'on se fasse pas vacciner. Maintenant, on a l'impression que les discours sont alarmistes ou pas, j'en sais rien. On n'a pas de chiffres officiels. Moi, j'attends des chiffres officiels et pour ça, il fallait, si le gouvernement voulait vraiment une communication officielle, fallait rendre cette maladie à déclaration obligatoire depuis le début. Si je peux me permettre, là c'est une autre question de santé publique. Ce qui est anxiogène pour moi, c'est que les gens ne savent pas comment faire si on se retrouve réellement dans une situation de pandémie. Ils savent pas comment faire par rapport au vaccin. Il n'y a pas eu d'autres interventions que des informations au coupe-coupe. Un jour, il faut se faire vacciner et sans qu'on comprenne véritablement la complexité d'une situation. Parce que c'est pas simple. Un jour il faut 2 doses, un jour il faut plus mais qu'une le problème, dose. c'est qu'on vit en direct un phénomène et que, j'arrive à le comprendre, les autorités de santé publique sont obligées de s'adapter. Donc c'est pas la critique que je fais. La critique, c'est qu'on a démobilisé l'opinion publique. C'est-à-dire, on n'a pas véritablement pris les gens au sérieux comme des acteurs de la cité. On est aujourd'hui au Sénat, dans le lieu de la République. Quelle est la gestion démocratique de cette pandémie quand les plus vulnérables n'ont pas accès aujourd'hui au vaccin? Les gens dans la rue, qui sont les populations vulnérables, est-ce qu'elles ont accès aujourd'hui au vaccin? Et je pourrais vous faire tout l'inventaire aujourd'hui de ce mépris public par rapport à une situation qu'on a anticipée depuis des années. Et encore une fois, on n'anticipe pas le H1N1, on anticipait le H5N1 qui devait être pire. Donc imaginez un instant dans quelle situation on se retrouve. Donc moi je ne fais pas, j'allais dire, dans la rapidité du procès d'intention. Ce que je vois, c'est que des acteurs pertinents qui auraient pu par exemple prendre en compte l'expertise du sida, des années sida, où il y a une mobilisation de la société, il y a une communication avec la société, il y a une instance contre le Conseil national du sida qui a été créé pour réguler. Quelle est l'instance aujourd'hui, j'allais dire, de médiation avec la cité, qui est capable de représenter les citoyens et qui est capable aussi de permettre aux citoyens de s'approprier? Il n'y a pas eu de débat. Donc au moment où on est aujourd'hui, je dis, moi si j'étais aux manettes, je m'interrogerais. Je ne serais pas dans une position comme certains grands responsables de la DILGA qui encore il y a quelques jours disaient tout se passe bien. C'est aujourd'hui un autisme qui devient de plus en plus incompréhensible et qui va créer, alors vous me disiez, je ne savais pas qu'il y avait la BAC qui était intervenue, mais peut-être que c'est le plan B, c'est-à-dire qu'on entend l'état de guerre, ce qu'on appelle l'état d'exception d'une certaine manière, c'est-à-dire des circonstances exceptionnelles qui feraient gérer la pandémie demain d'une manière exceptionnelle. Moi je pense qu'il y a un mode démocratique de gestion, je fais totalement confiance en Roselyne Bachelot, j'ai beaucoup de défiance pour les gens qui la conseillent parce que les pratiquant maintenant un peu de près, je vois leur indifférence avec la réalité Donc c'est pas encore des critiques que je fais. Alors vous dites, est-ce qu'il y a de quoi avoir peur? Je dis oui, si on continue à gérer d'une manière aussi extérieure à la réalité. Juste un exemple. Nous avons avec Voisins Solidaires, donc une association qui fait Voisins Solidaires, qui anime les quartiers chaque année pour créer la solidarité. Nous avons créé un certain nombre de dispositifs, notamment pour anticiper le problème des mères de famille, qui peuvent être des infirmières, qui peuvent avoir une activité fondamentale. Quelle est la réponse gouvernementale de ce point de vue-là? C'est débrouillez-vous. Juste oui, non, vous vous sentez dépossédé de la gestion de la crise? Complètement. Merci beaucoup à tous les deux. Je signale juste le résultat de notre question du jour posée aux téléspectateurs internautes avec notre partenaire nouvelobs.com. Pensez-vous donc que le gouvernement est trop alarmiste? Oui à 78%. Merci beaucoup à tous les deux. On passe à la dernière partie de ce 18h, le décryptage de l'image de la semaine. Et l'image que nous avons choisie concerne également la communication à propos d'une maladie. Il s'agit du sida et de la polémique lancée par Pierre Berger, président du SIDA à propos du Téléthon. Écoutez. Alors moi je parle pour le sida, mais il n'y a pas que le sida. Le Téléthon parasite la générosité des Français. Le Téléthon capte la générosité des Français d'une manière populiste, en montrant des enfants myopathes, en exhibant le malheur des enfants. Et tout ça, je trouve ça absolument inadmissible.
Bonsoir Jean-Marc Benoît. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de June 21, spécialiste de la communication. Ce coup de gueule de Pierre Berger, pour vous, c'était un dérapage ou un coup de com' bien pensé? Je pense qu'on peut faire confiance à Pierre Berger. C'est très difficile de s'attaquer. C'est très courageux. C'est très difficile. Alors, on va rester sur essayer de comprendre comment il fait. Ce qui est intéressant dans ce coup de gueule, comme vous dites, c'est ça ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui une bombe médiatique. On pose la bombe et puis après, en fait, c'est fait dans une émission à audience relativement faible. Mais ce qui est très important, c'est le tonnerre de protestations qui suit pendant 48 heures. Il n'y a eu que des protestations d'ailleurs. Énormément de protestations jusqu'au moment de la deuxième phase de l'attaque, qui est l'intervention de Line Renaud. Et quand Line Renaud intervient, à ce moment-là, le débat change un peu de nature, parce que les réactions paraissent outrancières. Autant on peut être extrêmement polémique contre Pierre Berger, autant une attaque telle que celle de Pierre Berger appelle des réactions très difficiles, autant quand intervient Line Renaud, on change de type de guerre. On passe d'une guerre de commandant de marine à quelque chose contre une personne qu'on ne peut pas traiter comme on a traité Pierre Berger pendant le week-end. Parce que c'est Line Renaud. Elle est plus populaire, c'est ça que vous voulez dire? Parce que c'est le personnage de Line Renaud, parce que c'est son intérêt pour beaucoup de causes, dont beaucoup de causes d'intérêt général, parce qu'elle est dans la vie des Français beaucoup plus intimement que Pierre Berger depuis très longtemps, parce que elle n'est pas suspectable non plus d'avoir quoi que ce soit contre ni le gouvernement actuel, ni tel ou tel sujet. Et donc quand elle intervient aux côtés de Pierre Berger, elle intervient en deux temps. D'abord dans une radio très populaire qui est RTL le matin pour soutenir Pierre Berger, puis une deuxième fois dans un quotidien de référence pour expliquer ses positions. Et là, à ce moment-là, le débat change parce que d'un seul coup, il est véritablement posé. Je pense que si Pierre Berger n'avait pas fait, entre guillemets, sa bombe médiatique, il n'y aurait pas eu le débat. On aurait, comme souvent avec le Téléthon, évité le débat. Dit oui, c'est très bien, mais il faut qu'il existe. Du coup, résultat, c'est efficace, ça va résultat du point de vue de Pierre Berger. Résultat, je crois, du point de vue de Pierre Berger, il obtient un débat. Il obtient un débat. Oui, mais concrètement, sur le don des gens, ça va faire quelque chose. On va voir. Je crois que c'est intéressant de le regarder de deux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a souvent eu des attaques sur le Téléthon. Le Téléthon est une institution qui est très forte, une institution qui est médiatiquement très fortement soutenue. Je serais très surpris que ça baisse les donations. Que ça baisse, même éventuellement, on va avoir un effet dans les deux sens. Quelques personnes qui, du coup, ne donneront pas, d'autres qui, du coup, donneront. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les citations. Et donc ça va être intéressant à suivre. Du point de vue de Pierre Berger, il a obtenu ce qui n'est pas obtenu par beaucoup d'associations, puisqu'on voit aussi depuis plusieurs jours commencer à remonter un certain nombre d'associations sur non mais gardons quand même ce débat, gardons ce débat sur au fond il y a deux débats sur répartition de l'argent du Téléthon. On peut considérer qu'il ne doit pas y avoir de répartition point. Et puis il y a aussi un autre débat qui n'a pas encore été posé exactement en ce terme, mais qui me semble-t-il va arriver, qui est répartition d'une autre manne, qui est la manne d'audience télévisée. Alors on verra ça dans les semaines à venir. Merci beaucoup en tout cas Jean-Marc Benoît. C'est la fin de ce journal. Tout de suite Bibliothèque Médicis avec Jean-Pierre Elkabbach. Le thème de l'émission, l'identité nationale. Et puis j'ai le plaisir de vous retrouver en direct à 22h. Mon invité pour commenter l'actualité de la semaine, ce sera le philosophe André Glucksmann. Très bonne soirée sur Public Sénat. Le vendredi, Public Sénat vous plonge dans la création et la culture. Jean-Pierre Elkabbach retrouve ses invités dans Bibliothèque Médicis autour de leurs livres. Jean-Philippe Lefebvre explore l'univers foisonnant de la BD dans Un monde de bulles. Et Jean-Marie Colombani invite à la réflexion. Les vendredis culture, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30.